L'énergie fait partie de notre quotidien. Elle est devenue indispensable et pourtant elle est invisible. Quand vous appuyez sur un interrupteur, par exemple, la lumière s'allume. Quand vous tournez le thermostat de votre radiateur, vous réchauffez votre maison. Mais derrière ces gestes simples se cache un réseau complexe, fait de gaz, d'électricité, de canalisation et de lignes à haute tension qui relient des millions de foyers et d'entreprises à travers tout le pays. Bienvenue dans Energy Talk. Dans cette nouvelle série de podcasts, nous allons décrypter le monde de l'énergie. L'objectif, vous donner les clés pour comprendre ce qu'est réellement l'énergie en France à l'heure de la décarbonation et de la transition énergétique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au système énergétique français, et notamment son évolution historique. L'idée, c'est de décrypter d'où l'on vient pour savoir où on en est aujourd'hui, mais surtout pour connaître le chemin à prendre pour demain. Et pour en parler, je suis accompagné de Jean-Pierre Williot, professeur émérite d'histoire économique contemporaine à Sorbonne Université, spécialiste, entre autres, de l'évolution de l'énergie gazière et auteur de nombreuses études sur le sujet. Merci beaucoup Jean-Pierre d'inaugurer ce premier numéro d'une longue série, je l'espère, de podcasts pour décrypter le monde de l'énergie. Pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui, je pense qu'il est très important de remonter un petit peu le temps. Et je vais vous poser une première question très simple. Ça vient d'où le gaz ? Alors on pourrait répondre à cette question soit en se situant immédiatement, et on aurait une approche géographique et géopolitique du gaz. Si on se place plutôt dans une perspective historique, les premiers usages du gaz sont apparus dans l'Antiquité, au Moyen-Orient, en Asie. Mais le gaz que l'on connaît, c'est plutôt celui qui est né au XIXe siècle, c'est-à-dire produit dans des usines à partir du charbon essentiellement. Et puis, à partir des années 1960, le basculement sur le gaz que nous connaissons, c'est-à-dire le gaz naturel qui est en général importé ou transporté, alors que pour le gaz manufacturé, c'était plutôt à l'échelle urbaine que les choses étaient inscrites. Alors, lorsqu'on parle de gaz manufacturé, c'est du gaz qui provient à partir du charbon, c'est ça ? Alors, au début, ceux qui ont lancé cette industrie du gaz manufacturé ont tâtonné un peu pour savoir quelle était la bonne matière première qu'il fallait traiter. C'est-à-dire que l'on a cherché à partir du bois, on a cherché à partir d'un certain nombre de résidus, et puis à partir des années 1840, on est entré vraiment dans cette logique industrielle d'une utilisation du charbon, de la transformation du charbon pour obtenir à la fois du gaz et puis ultérieurement des sous-produits. Bon alors, le gaz, aujourd'hui on le connaît, on en a l'habitude, on peut se faire à manger avec du gaz, on peut chauffer sa nourriture, on peut réchauffer son intérieur, son habitacle grâce au chauffage au gaz. À l'époque, le gaz il servait à quoi ? Alors exclusivement, bien que tous les usages aient pu être envisagés dès le départ, mais techniquement, ce n'était pas très simple. Au départ, il s'agit vraiment d'éclairer les villes. Et ça reste l'usage prépondérant, en gros, jusqu'aux années 1880, à peu près, 1880-1890. Là, les choses vont changer après. Alors, le développement de canalisation de gaz dans Paris, par exemple, c'est finalement un marqueur de modernité. C'est conçu comme ça par ceux qui portent l'idée que le réseau de gaz permet de mettre en place dans la ville un réseau d'éclairage, un réseau de lumière, donc permet d'avoir une nuit qui est moins inquiétante, donc à proximité de certains lieux, le théâtre, l'hôtel de ville, les principaux carrefours de ville. Là, il y a une lumière qui est plus importante. Donc on a la perception, pour ceux qui promeuvent cet usage, donc ce sont des maires, ce sont des édiles locaux, ce sont évidemment des industriels du gaz. On a l'impression que la ville fait un pas en termes de sécurité, en termes également de beauté, d'esthétique. Donc c'est vraiment l'idée d'une ville plus moderne. D'accord, donc c'est un vrai marqueur de modernité, d'évolution. C'est vraiment l'idée de la modernité. Et d'ailleurs, ça va se retrouver ensuite, ça va se diffuser, ça va se démocratiser avec le développement des usages domestiques, des usages privés. Donc là, on passe de la partie urbaine proprement dite à la partie de l'utilisation du gaz dans les intérieurs. Donc c'est-à-dire
Au lieu d'être en horizontal, finalement, ce serait presque du vertical pour monter Alors dans les c'est exactement l'idée, parce que l'un des marqueurs de cette modernité, je voulais rester sur cette idée de modernité, c'est la petite plaque de faïence bleue que l'on voit toujours apposée au-dessus de certains Porsche. À Paris, on en voit beaucoup, de cette mention gaz à tous les étages. La modernité urbaine vient au XIXe siècle du fait que des réseaux permettent de transformer la vie quotidienne dans la ville. C'est l'équivalent d'inscrire aujourd'hui dans un immeuble connexion 5G assurée. C'est ça, ou fibre par exemple. Ou fibre, voilà, par exemple. Alors là, bon, je parle pas de la fibre, on revient sur le gaz, on est sur la fin du 19e. C'est ça, le basculement vers les usages domestiques, d'abord toujours pour l'éclairage, c'est un basculement qui s'opère à partir des années 1860. Là, donc, on pénètre à l'intérieur des immeubles, on fait circuler le gaz dans les cages d'escalier, puis dans les appartements. Donc de proche en proche, il y a une diffusion du nombre d'abonnés au gaz qui sont raccordés. Et on reste sur des usages qui sont quand même ceux de l'éclairage, sauf les premiers promoteurs d'un confort gazier que l'on voit dans le cadre de certaines expositions universelles où les choses sont présentées. Alors le confort gazier, c'est par exemple d'avoir les premières formes d'un chauffage, de ce qui ressemblerait à un chauffage au gaz, ou d'avoir par exemple de l'eau chaude. Et là, vraiment, il y a une transformation en termes de modernité. Là, on se situe vers 1890-1900 à peu près. Sur la fin du 19e siècle, il y a une autre énergie qui arrive et qui se propage dans les villes, c'est l'électricité. Qu'est-ce que ça change vis-à-vis du gaz ? Alors c'est un changement vraiment radical, c'est une césure chronologique qui est vraiment essentielle dans cette histoire des énergies, parce que le gaz n'a jamais eu de monopole. C'est-à-dire qu'au cours du 19e siècle, on peut très bien s'éclairer avec l'huile, avec la bougie, avec la chandelle, avec une lampe à pétrole. On n'est pas forcément obligé de s'éclairer au gaz. Bon. Donc le gaz se trouve mis en compétition, mais progressivement au cours du siècle, ses qualités propres, à ce moment-là, sont considérées suffisantes pour que le nombre d'abonnés augmente. Et puis à la fin du 19e siècle, parmi les concurrences, donc le gaz était soumis à des concurrences, mais en voici une nouvelle qui émerge, l'électricité déclasse en fait assez vite la lumière du gaz. Donc pour les gares, par exemple pour mieux lire les colis qui sont expédiés dans les chemins de fer, il y a eu une volonté de passer assez vite à un autre mode d'éclairage, et donc là l'électricité fait valoir ses qualités pour l'éclairage d'un certain nombre de bâtiments publics, etc. L'électricité déclasse vraiment l'éclairage au gaz. C'est moins net dans les foyers domestiques ou en fonction des catégories sociales, etc. Cela dit, l'électricité pénètre donc ce marché. Alors, face à cette concurrence, les compagnies gazières sont obligées de trouver une parade, une réaction. Il y a eu celle qui consistait à ajuster techniquement par innovation l'éclairage au gaz, c'est-à-dire à améliorer cet éclairage. Ça permet d'abord aux gaziers de proposer une réponse face à l'éclairage électrique. Et puis surtout, ça permet aux gaziers de considérer que l'important n'est peut-être pas le pouvoir éclairant, mais peut-être le pouvoir calorifique. Et que c'est la chaleur du gaz que l'on pourrait utiliser. Et si les applications commencent par l'éclairage, ensuite elles vont aller vers d'autres usages. Et là, il y a une vraie réponse à l'électricité, avec la force motrice, avec le chauffage de l'eau, et donc par exemple l'équipement des salles de bain, et surtout avec la cuisine. Dans l'après-guerre, à la fin des années 40, il se passe quelque chose de majeur dans l'histoire de l'énergie en France. L'État décide de nationaliser des entreprises. C'est la naissance d'un service public, c'est la naissance d'EDF et de GDF, c'est bien ça. L'objectif, c'est de restituer à la nation un certain nombre de moyens de production. Donc, parmi les moyens de production, celui qui est le plus important, c'est évidemment, a priori, celui de l'énergie. Donc, l'idée a été de fusionner dans une entreprise publique les producteurs de gaz et d'électricité. Ça change deux éléments essentiels. Ça change d'abord que dorénavant, le raisonnement est un raisonnement à l'échelle nationale, alors qu'auparavant, les compagnies pouvaient raisonner sur des échelles régionales. Le second aspect, c'est que à partir du moment où il y a un réseau national et qu'il s'agit d'une entreprise publique, ça veut dire que des questions
de choix politiques d'aménagement du territoire se posent, des questions de choix politiques de l'équilibrage tarifaire entre les différentes énergies, de démocratisation de l'accès ou pas à certains usages, et ça suppose aussi qu'il y ait la construction d'une entreprise publique avec des employés et des salariés qui sont tournés vers la satisfaction du public. Est-ce que ça veut dire que l'énergie, finalement, c'est un bien public ? Est-ce que c'est l'idée de cette nationalisation ? Aujourd'hui, c'est une réflexion qui est menée, en particulier par des juristes, sur la nature des biens communs et de la place de l'énergie dans le fonctionnement de nos sociétés. Donc, en 1946, ça ne fait pas de doute. Cette nationalisation, elle ne se fait pas en un claquement de doigts. Combien d'entreprises sont concernées ? Alors, si l'on prend le cas des entreprises gazières, c'est à peu près, c'est moins de 700 exploitations. C'est à peu près la même chose du côté de l'électricité. Mais de passer de 700 à 1, c'est très compliqué. Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a des cultures locales d'entreprises qui sont très différentes les unes les autres. Et il y a aussi des perceptions du rôle du gaz ou de l'électricité dans l'aménagement de ces territoires qui sont différentes. Et puis, il y a aussi des cultures syndicales qui s'expriment aussi fortement. Donc, c'est pas une mince affaire, c'est ça que vous voulez nous dire. C'est pas une mince affaire parce que c'est compliqué d'imaginer que des entreprises qui dépendaient de compagnies avec des objectifs stratégiques ou commerciaux très différents, avec des univers locaux très différents, tout d'un coup entrent dans la même entreprise avec la même stratégie. Certes, il y a des compagnies qui sont électriques et gazières, mais il y a aussi des compagnies qui ne sont que gazières. Et fusionner ce qui devient EDF avec ce qui devient GDF, c'est aussi trouver le moyen de limiter les conflits, les concurrences ou les affectations stratégiques. Les gaziers ne sont pas dans une situation d'ambition ou de fierté ou d'orgueil. Et cette situation-là, elle naît progressivement à partir des années 50, avec des recherches innovantes. Et puis surtout, cette fierté gazière va se développer lorsque le gaz naturel va arriver. Alors là, on change complètement d'histoire, on n'est plus du tout dans la même approche, mais c'est une césure et un tournant qui est très important, parce que alors que jusque-là, c'est l'électricien qui était mis en avant, ça veut dire que les gaziers se font porteurs à partir des années 60 ou 70 d'une autre ambition. C'est un second souffle. Ah, complètement, absolument. Parce que ça montre l'utilité des réseaux gaziers ou de l'énergie gazière dans le mix énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire, le mix énergétique ? Alors, le mix énergétique, pour faire simple, c'est l'ensemble des énergies qui sont utilisées pour répondre aux besoins économiques d'un pays, à différencier de ce que l'on nomme le mix électrique. Le mix électrique, ce sont les énergies qui sont utilisées pour produire de l'électricité. Le mix énergétique, c'est l'ensemble des énergies que l'on utilise pour le fonctionnement économique de notre société. Notre mix énergétique, il représente quoi aujourd'hui ? Pour le cas de la France, une prépondérance électrique très forte, accouplée avec la place des usages pétroliers venu de l'introduction massive du pétrole à partir des années 1960, bien que l'on ait commencé aussi à utiliser le pétrole et ses usages dans l'entre-deux-guerres, c'était une conséquence de la Première Guerre mondiale, et puis le gaz qui a une part qui est beaucoup plus modeste. Ça sous-entend que la France a fait un choix stratégique au début des années 60, celui de se tourner vers le nucléaire. Le cas de la France, il est un peu particulier en Europe du fait de ce choix prioritaire de production d'électricité. Il y a effectivement le tournant des années 60, date un petit peu diffuse, avec la compétition entre pétrole et électricité du point de vue des usages. Et puis, crise énergétique aidant, dans les années 1970, il y a un revirement du fait de l'augmentation des prix du pétrole. Le fait de lancer un programme nucléaire, c'est de partir vers l'idée que la production d'énergie en France doit se soustraire du risque lié à l'importation. Aujourd'hui, ça représente quoi ? On a parlé donc du nucléaire. En termes de chiffres, est-ce qu'on peut en parler rapidement ?
On peut considérer que, en gros, les 4/5 de l'électricité en France, à peu près, sont produits à partir du nucléaire. Alors si on reprend le fil de l'histoire de l'énergie en France, on revient sur l'après-nationalisation, dans cette période de 30 glorieuses, de la France qui renaît, qui se rebâtit. La France, elle grandit avec ce monopole d'EDF et de GDF. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du XXe siècle ? À partir des années 2000, et c'est les effets de la dérégulation qui a été impulsée aux États-Unis à partir de 1984-86, qui a été suivi, porté également en Angleterre par Margaret Thatcher. C'est l'introduction d'un néolibéralisme qui consiste à déréguler les réseaux. En gros, il faut que la concurrence puisse être introduite dans tous les réseaux. Donc, pour introduire la concurrence, la première chose à faire, c'est de dissoudre les sociétés nationales pour permettre à nouveau qu'il y ait de la concurrence. Et donc, l'idée de la concurrence, évidemment, elle sert à construire l'Europe, mais elle découe, elle divise la construction de l'Europe antérieure, qui reposait sur de grandes entreprises nationales qui arrivaient très bien à fonctionner en consortium. Donc, de grandes sociétés européennes, dont certaines sont nationales, s'entendent parfaitement pour constituer ces consortiums et approvisionner. À partir du moment où on multiplie les acteurs, bien évidemment, il s'agit de construire une Europe du marché, une Europe plus libérale, mais on découe aussi les formes d'entente, on découe ce qui avait été construit en Europe depuis les années 1960. Alors c'est dans ce schéma-là que l'introduction d'une concurrence va engendrer, à partir des directives européennes, donc on se situe fin des années 1990, décennie 2000, le basculement se fait à ce moment-là. À partir de là, l'idée est que forcément, Gaz de France ne peut pas rester comme une entité entière, et il faut donc dissocier cette entreprise, et c'est dans ce mouvement qu'apparaissent sociétés dédiées à la distribution, GRDF, sociétés dédiées au transport, GRT Gaz, etc. Et ça, c'est ce tournant des années 90-2000 qui change complètement ce marché. Donc c'est l'arrivée d'un distributeur, on différencie finalement le distributeur, le transporteur et le fournisseur de gaz. C'est bien ça. Le principe, c'est de faciliter, selon la terminologie qui était adoptée à ce moment-là, l'accès des tiers au réseau. C'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il n'y ait pas un fournisseur obligé, par exemple pour une entreprise qui veut avoir du gaz, il faut qu'elle puisse choisir le fournisseur qui lui fait le meilleur tarif, lui fait des avantages, lui propose un service qui convient bien, etc. Cette multiplication des fournisseurs, qui est, dans le contexte du marché européen au début des années 2000, vraiment une réalité, on voit le nombre de fournisseurs de gaz se développer, engendre la nécessité de modifier la distribution, modifier le transport, modifier le stockage, modifier l'arrivée du gaz naturel. Et donc, on multiplie le nombre d'acteurs. Et en multipliant le nombre d'acteurs, on va pouvoir introduire plus de concurrence. C'est l'état d'esprit des années 1980-1990. Cette concurrence est présumée servir le consommateur. En vous écoutant, on comprend que l'orientation énergétique du pays, elle est indéniablement liée à des décisions politiques finalement, dès le 19e siècle, et encore aujourd'hui, par exemple avec l'Europe, mais le politique a un rôle à jouer. C'est une vision qui l'impulse, c'est bien ça. Alors, le politique a un rôle à jouer d'abord parce que les réseaux d'énergie interviennent sur le domaine public. Donc il y a nécessairement une gestion et une réglementation du domaine public qui suppose l'intervention des pouvoirs publics. Ensuite, il y a un deuxième niveau d'intervention qui est celui de la stratégie que l'on assigne aux sociétés qui sont en place. Est-ce qu'elles doivent contribuer simplement à des notions de service public ? Est-ce qu'elles doivent être des entreprises qui économiquement tirent un certain secteur, une filière, une industrie, des entreprises, etc. Donc il y a aussi des effets économiques qui sont liés à des décisions politiques. Et puis il y a une question d'aménagement du territoire. Donc nécessairement,
l'aménagement du territoire repose sur une intervention des pouvoirs publics. Les péréquations tarifaires, l'équilibre entre citoyens suppose aussi la décision publique, suppose aussi l'intervention. Les relations extérieures, les relations internationales supposent la bonne entente avec certains pays, donc le développement de réseaux transfrontaliers dans le cadre européen, donc qui contribue à des échanges, qui contribue à des partenariats, des constructions, etc. Donc nécessairement, que ce soit pour le territoire, pour le citoyen ou pour des relations extérieures, l'énergie est un domaine qui mobilise obligatoirement les pouvoirs publics. On a parlé d'un second souffle avec l'arrivée du gaz naturel. Finalement, on peut parler même d'un troisième souffle avec l'arrivée du gaz vert. Finalement, c'est la différenciation gaz noir, gaz bleu, gaz vert. Le gaz noir étant ce gaz manufacturé produit à partir de charbon, le gaz bleu étant le gaz naturel. Et ce gaz vert qui arrive des années 70-80, mais qui se développe vraiment ces dernières années, ces 10-15 dernières années. Finalement, ce gaz vert, c'est un nouveau souffle encore, on peut dire ça ? Alors, ça peut être perçu comme une troisième séquence du gaz. En fait, il y aurait, avec des pas de temps qui sont tout à fait inégaux, mais il y aurait une première séquence, effectivement, qui est celle du gaz manufacturé, le gaz noir que vous évoquez. En gros, 150 ans à peu près de production de gaz. Ensuite, une séquence beaucoup plus courte, celle du gaz bleu, du gaz naturel, alors, qui en France a pris quand même une force très importante. Il y a partout en Europe aussi, dans ces années 1960, la recherche de la valorisation du gaz naturel, donc des importations de gaz naturel. Et puis, il y a toute la dimension d'innovation technologique, puisque la France, au même titre que la Grande-Bretagne, est l'un des deux pays à avoir construit une chaîne méthanière de gaz naturel liquéfié. Donc ça veut dire que cet épisode du gaz naturel que l'on va faire démarrer dans les années 50, qui existe encore aujourd'hui, en fait c'est une cinquantaine d'années, véritablement, pour le construire. Avec la critique des énergies fossiles et avec les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, tout d'un coup le gaz n'est plus perçu comme l'énergie qui est plus propre que le charbon, mais le gaz est perçu comme l'énergie qui est fossile, comme le charbon, comme les autres, etc. Et c'est là que les gaziers introduisent finalement une nouvelle séquence, une troisième séquence, qui est celle d'autres types de gaz que l'on pourrait mobiliser pour le réseau gazier. C'est le biogaz, c'est la méthanisation agricole, etc. etc. Le biométhane. Voilà. Le biométhane, voilà. Donc là, on entre dans une première offre qui remonte déjà quand même à plusieurs années. Et puis, c'est la projection qui est celle de l'hydrogène ou d'autres gaz produits pour pouvoir maintenir ce réseau gazier. On a fêté il y a quelques semaines un anniversaire particulier, celui des 10 ans de l'accord de Paris. Alors l'accord de Paris, il a changé beaucoup de choses. On peut quand même dire qu'il y avait un avant et un après accord de Paris, même s'il n'a pas réglé le problème du réchauffement climatique. Mais il y a quelque chose qui a changé, c'est la massification des énergies renouvelables. Comment se situe le gaz vert par rapport à ça ? Il se présente comme une des solutions que portent forcément les gaziers, que certains agriculteurs trouvent utile parce que la méthanisation agricole va leur permettre évidemment d'entrer dans une chaîne de sous-produits, de réemploi. Et aujourd'hui, cette solution qui semblait marginale, dans le contexte énergétique actuel, prend du sens parce que c'est produire autrement le gaz. Et finalement, on parle de troisième séquence, mais par bien des aspects, on revient, évidemment avec des contextes tout à fait différents, on revient à ce qu'était le début du gaz, c'est-à-dire la production au lieu de l'extraction. L'idée que le biogaz arrive progressivement, finalement, c'est aussi le pouvoir politique, on en a parlé un tout petit peu plus tôt, cette vision claire du politique qui impulse un choix énergétique. Alors évidemment, c'est l'accord de Paris, c'est un exemple, on va vers plus de renouvelables. Finalement, c'est aussi aller vers un peu plus de gaz vert. C'est un choix politique également. La programmation pluriannuelle de l'énergie suppose de faire des équilibres qui sont liés
d'une part à des dimensions prospectives, toute une économie prospective de ce que l'on va pouvoir mettre en œuvre, ce que l'on va pouvoir mettre en place, et puis de l'équilibrage entre les contraintes économiques, le coût acceptable de l'énergie, et puis l'intégration dans les choix politiques du discours ambiant ou du contexte sociétal. C'est-à-dire que, évidemment, promouvoir des énergies qui ne seraient pas favorables au développement ou à la préservation de l'environnement et qui ne prennent pas en compte les enjeux climatiques actuels serait incompréhensible par de jeunes générations. Il est nécessaire aujourd'hui de s'interroger sur la façon de constituer ce mix énergétique pour voir entre les différents enjeux qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faudrait supprimer, en se gardant autant que possible d'une vision qui serait univoque, c'est-à-dire de dire, voilà, la panacée c'est ça, on va donc choisir cette solution-là, et parfois on est obligé d'amender ces solutions univoques pour pouvoir considérer qu'il y a peut-être dans un mix énergétique très large, peut-être plus de stabilité que dans un mix énergétique qui supposerait aussi de mettre en place toutes les infrastructures nécessaires pour pouvoir y répondre. Merci beaucoup Jean-Pierre Houillot pour ce moment d'échange. Ce que l'on comprend, c'est que l'énergie n'est pas qu'une question de facture ou un domaine réservé aux ingénieurs. C'est une histoire industrielle, politique, mais aussi humaine qui touche chacun d'entre nous. Et cette vision politique que l'on vient d'évoquer, elle est primordiale pour affronter les enjeux de demain. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce premier épisode. Retrouvez un nouvel épisode tous les premiers lundis du mois sur YouTube, sur Just Decarb et sur toutes les plateformes d'écoute.